Bonjour à tous. Nous allons commencer dans quelques minutes, dans 2 petites minutes, le webinaire sur l'actualité, les actualités sociales, paye et droit du travail. Quels impacts pour l'entreprise et le salarié? Nous attendons effectivement que le reste des participants arrivent au webinaire, donc nous vous proposons d'intervenir et de commencer dans 1 minute. Pour ceux qui sont déjà connectés, est-ce que tout va bien en termes de son et de vidéo? Voilà, vous pouvez nous répondre sans problème. On peut donc regarder sur le chat s'il y a un souci particulier. Non. Pas d'éléments, donc nous allons pouvoir commencer. Donc, bienvenue pour 1 heure de webinaire sur l'actualité sociale, gestion de bulletin de paye et droit du travail. Quels impacts pour l'entreprise et le salarié? Nous allons intervenir l'une et l'autre. Donc, moi, je suis Lydia Duhamel, consultante en droit social. Et à ma gauche, Amélia de Matos, gestionnaire de paye. Bonjour à tous. Nous sommes donc toutes les deux consultantes chez Orcom. Alors, j'ai un souci. Les petits aléas du direct. Les aléas du direct, ça y est, voilà, pardon. Voilà, donc Orcom, nous sommes un groupe de 780 collaborateurs, 46 associés. Nous sommes donc 30 sites en France, dont certains sites donc à l'international. 11 600 clients. Nous œuvrons essentiellement dans l'expertise comptable. Nous faisons aussi du conseil et de l'audit. Et puis, nous développons 81 millions de chiffre d'affaires. Alors, le sommaire. Donc, pour cette heure de webinaire, nous allons vous parler de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, du comité social et économique, de la suppression du forfait social sur les impacts, intéressement et participation. Ça, c'est pour ma partie en droit social, et Amélia vous parlera des nouvelles dispositions impactant le calcul des salaires et l'impact sur le coût salarié. Exactement. Alors, en décembre 2018, suite à l'allocution du président Macron, des mesures d'urgence économique et sociale ont été mises en place, et notamment une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Si nous en parlons encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore certaines formalités et des versements de primes qui peuvent se faire jusqu'au 31 mars 2019. Alors, en résumé, pour les salariés, la prime pouvoir d'achat, c'est une prime qui peut aller jusqu'à 1 000 € par salarié exonéré de cotisations sociales de CRDS et d'impôt sur le revenu. Toutefois, ça ne concerne que les salariés qui ont des salaires inférieurs à environ 3 600 € net par mois. Pour les entreprises, c'est une aubaine, effectivement, cette prime PEPA. Elles peuvent donc verser à leurs salariés jusqu'à 1 000 € par salarié. Et cette prime qui est versée est exonérée de charges sociales. Et donc, c'est une puissante incitation pour qu'un nombre important d'entreprises la versent. Alors, au niveau des bénéficiaires, on a parlé des salariés. L'impératif, c'est que les salariés doivent avoir un contrat de travail au 31 décembre 2018 pour pouvoir en bénéficier. Si l'entreprise a décidé de verser cette prime, elle doit le verser à l'ensemble de ses salariés, y compris les apprentis et les contrats de professionnalisation. Toutefois, l'entreprise peut décider de verser aux salariés dont une rémunération à être calculée selon un certain plafond. Ceci dit, aucune condition d'ancienneté n'est possible pour verser la prime PEPA. Et puis pour les entreprises, effectivement, la possibilité de varier ce montant de prime, à savoir la prime qui est un plafond de 1 000 € par salarié, peut varier en fonction de la rémunération des salariés, en fonction du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l'année 2018 et de la durée du travail prévue au contrat. Elle peut aussi être versée de manière uniforme. On peut aussi combiner l'ensemble de ces paramètres. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'en termes de formalisme,
si la prime PEPA peut être donc versée aux salariés, elle doit faire l'objet donc d'une décision unilatérale qui aurait dû être prise déjà et rédigée au 31 janvier 2019 maximum. Et dans cette hypothèse-là, effectivement, il convient d'informer au plus tard donc les représentants du personnel, et on a jusqu'au 31 mars 2019 pour le faire. Toutefois, aujourd'hui, nous nous trouvons donc au mois de mars, donc elle peut être aussi versée dans le cadre d'accords d'entreprise, selon les modalités prévues, comme les accords d'intéressement. Cette prime donc peut être versée, c'est ce que je disais en préambule, donc jusqu'au 31 mars 2019. Donc il reste encore le mois de mars pour verser cette prime. Alors un élément très important par rapport à cette prime PEPA, elle ne peut en aucun cas se substituer à des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires. C'est-à-dire s'il y a une prime qui est versée dans le cadre donc d'un contrat de travail, d'une convention collective ou des usages, la prime PEPA ne peut pas se substituer au versement de cette prime. Alors, je continue. Un petit souci technique. Voilà. Donc, je vais vous parler maintenant du comité social économique. Avant les ordonnances du 22 septembre 2017, on parlait de délégué du personnel, on parlait de comité d'entreprise ou on parlait de délégation unique du personnel. Et ce, en fonction des effectifs de l'entreprise. Depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, ces institutions ont été fusionnées et il a été mis en place ce qu'on appelle le comité social économique. On appellera ça le CSE. Effectivement, ça remplace les délégués du personnel, le comité d'entreprise, le CHSCT et la DUP. Et ça concerne l'ensemble des entreprises qui ont au moins 11 salariés. Cette nouvelle instance concerne toutes les entreprises. Alors, je vais vous expliquer les modalités de mise en place du CSE avec les dates butoirs. Alors effectivement, à gauche de votre écran, vous voyez que les entreprises qui sont dépourvues d'institutions représentatives du personnel donc devaient mettre en place le CSE au 1er janvier 2018 si elles avaient au moins 11 salariés dans l'entreprise. Et puis pour ceux qui ont des délégués du personnel au comité d'entreprise, c'est au 1er janvier 2020 au plus tard. Les dates de mise en place d'ailleurs correspondent à celles où le CSE doit être élu. Alors, dans le tableau suivant, vous voyez devant vous un calendrier de mise en place du CSE avec toujours en haut à droite la date butoir du 1er janvier 2020. Donc, nous avons 5 cas de figure. Alors, il faut se mettre dans la situation où, dans la première colonne à gauche, dans les entreprises qui ont mis en place et rédigé un protocole d'accord préélectoral avant le 23 septembre 2017, qui est toujours cette date donc des ordonnances Macron, eh bien, à ce moment-là, les entreprises qui étaient dans cette situation-là, elles ont poursuivi leurs élections conformément aux anciennes dispositions, c'est-à-dire qu'elles ont mis en place les délégués du personnel, le comité d'entreprise. Et puis, donc le mandat est de 4 ans et elles ont la possibilité, enfin, elles ont l'obligation, pardon, de mettre en place le CSE au plus tard le 1er janvier 2020, mais elles avaient aussi la possibilité par accord collectif ou décision de l'employeur après consultation des élus de fixer une date antérieure. Ça, c'est pour le protocole, ça, c'est pour le premier tableau sur la gauche, protocole préélectoral conclu et signé avant le 23 septembre 2017. Deuxième tableau, pour les mandats qui arrivent à échéance entre le 23 septembre 2017 et le 31/12/2017, il y a ce qu'on appelle une prorogation de plein droit des mandats jusqu'au 31/12/2017 ou d'un an ou plus par accord collectif ou décision de l'employeur. Donc en fait, si par exemple nous avions des mandats qui s'arrêtaient au mois de juin 2017, la prorogation se faisait d'office jusqu'au 31/12/2017, ce qui voulait dire qu'au 1er janvier 2018, il fallait mettre en place le CSE. Par contre, on avait aussi la possibilité au mois de juin 2017, dans mon exemple, de proroger d'un an, c'est-à-dire juin 2018, pour mettre en place donc le CSE. La prorogation se fait dans ce sens-là. Troisième colonne, les échéances des mandats arrivent entre le 1er janvier 2018 et le 31/12/2018. À ce moment-là, il était possible de réduire, donc de diminuer donc la prorogation ou de proroger les mandats dans une limite d'un an, toujours par accord collectif ou décision unilatérale de l'employeur après consultation des élus.
Aujourd'hui, nous nous trouvons en 2019, en mars 2019. Pour les prochaines élections, c'est-à-dire celles où les mandats vont arriver entre le 1er janvier 2019, prennent fin, et 31/12/2019, la mise en place obligatoire du CSE se fait au 31/12/2019. C'est aussi possible de réduire les mandats d'1 an maximum par accord collectif. Et puis, pour les mandats qui sont toujours en cours, l'échéance des mandats donc prendra fin au 31/12/2019. Donc, on parle toujours des CE, du DDP, CHSCT. Et la mise en place de plein droit donc, du CSE se fait au 1er janvier 2020. En fait, ce tableau est là pour essayer de montrer aux entreprises que il y a possibilité d'harmoniser les mises en place des élections, parce que parfois on peut avoir des comités d'entreprise et délégués du personnel qui ne sont pas forcément aux mêmes dates de mise en place. Et comme le CSE regroupe l'ensemble de ces instances, l'idée c'était effectivement de faire coïncider une fusion des dates, une cohérence des dates dans les mandats. Et en tout cas dans les élections pour que la prorogation se fasse naturellement pour l'ensemble des structures. Alors le processus électoral, on va rappeler certaines règles du processus électoral et des changements qui sont intervenus depuis les ordonnances Macron. Alors, rappel de certaines règles. Je vais aller très très vite. Voilà, je vais descendre l'ensemble des lignes pour vous expliquer qu'il faut absolument, donc effectivement, respecter l'ensemble de ces étapes. Ce qui est important dans ces étapes, c'est les points principaux qui sont l'anticipation de la mise en place des élections du CSE, à savoir qu'il faut mettre en place le CSE dans les 2 mois avant l'expiration du mandat des représentants. Donc, il faut gérer le calendrier en ce sens. Et puis surtout, il faut prévoir, donc, dans les 15 jours avant, il faut convoquer les syndicats et cette convocation doit se faire à minima 15 jours avant la première réunion de négociation. Et puis, un point aussi très important, c'est que dans les 4 jours précédant la date du scrutin, il faut déposer les listes, afficher la liste des candidats, préparer les bulletins pour le vote et puis désigner les membres du bureau de vote. Le premier tour, classiquement, est réservé aux organisations syndicales. Ça n'a pas changé. Il doit, en tout état de cause, se faire dans les 15 jours précédant la fin des mandats. C'est pour ça que le respect du calendrier est très important. Derrière, effectivement, les PV, l'appel de candidature pour le 2e tour, ensuite l'affichage des listes des candidats pour le 2e tour. Et le 2e tour, impérativement, doit intervenir dans les 15 jours du 1er tour. Voilà. Ce process n'a pas changé par rapport aux nouvelles ordonnances Macron. Il était bon de le rappeler pour pouvoir vous ayez tous ça en tête et que vous ayez ce calendrier qui est quand même très important. Alors, au niveau du déclenchement, voilà, les changements dans le processus électoral, au niveau du déclenchement des élections, ce qui est très important et ce qui a changé. Depuis les ordonnances Macron, pour déclencher les élections du CSE, l'effectif doit être au moins de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Je rappelle pour mémoire qu'avant les ordonnances Macron, il fallait calculer 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 dernières années. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important aussi, c'est le respect du délai de 90 jours entre la date d'information du personnel et la date du 1er tour des élections. Pour ça, j'insiste un petit peu sur le respect du calendrier qui est quand même très, très important. Et puis, si l'employeur a engagé le processus électoral et qu'un PV de carence a été établi, alors la demande d'organisation des élections peut intervenir que dans un délai de 6 mois. C'est-à-dire que si jamais à nouveau un salarié veut se présenter et veut demander le déroulé d'une élection CSE, précédemment, ça pouvait se faire à tout moment. Avec les ordonnances Macron, il faut attendre un délai de 6 mois. Ça, ce sont les changements. Dans les changements, d'autres choses très, très importantes, c'est l'invitation des syndicats à négocier le protocole d'accord préélectoral. Je rappelle que le protocole, c'est pour le 1er tour. Pour les élections au 1er tour, ce sont exclusivement les salariés qui sont présentés par des syndicats. L'ordonnance Macron dit ceci, elle affranchit les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés de l'obligation d'inviter les organisations syndicales à négocier le protocole lorsqu'aucun salarié ne s'est porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à compter de l'annonce de l'élection, c'est-à-dire lors du 1er tour. Alors, comment peut-on interpréter cette disposition? On peut se poser la question, si aucun salarié ne s'est porté candidat, est-ce que l'employeur est dispensé d'organiser les élections?
Alors, d'après le ministère donc, du Travail qui a porté cette réponse dans un questionnaire de 100 questions-réponses, d'après le ministère du Travail, l'absence de candidat mettrait fin au processus électoral. Ça voudrait dire qu'effectivement, dans le déroulé des élections CSE, si aucun candidat ne s'est prononcé dès les 30 jours à compter de l'annonce des élections, nous aurions un PV de carence totale. Ceci dit, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 21 mars 2018, semble considérer que l'employeur est seulement dispensé d'inviter les syndicats à négocier le protocole, ce qui voudrait dire qu'il mettrait en place par lui-même une décision unilatérale d'organisation des élections et que l'organisation resterait obligatoire. À notre sens, par rapport à notre avis Orcom, nous suivons plutôt les décisions du Conseil constitutionnel pour la mise en place et continuer le process donc, de mise en place des élections CSE. Un dernier point sur le protocole préélectoral, la limitation du nombre de mandats à 3 maximum. Alors, la limitation du nombre de mandats des élus du CSE ne s'applique pas dans les entreprises de moins de 50 salariés qui peuvent donc se réélire régulièrement dans plusieurs élections CSE et cumuler plusieurs mandats. Par contre, au-delà de 300 salariés, dans les structures de plus de 300 salariés, cette limitation, elle est impérative d'ordre public. Le protocole préélectoral, toutefois, peut écarter la limitation légale de 3 mandats successifs pour les entreprises de 50 à 300. Ça, c'est une décision qui peut se faire dans le protocole avec l'employeur et les organisations syndicales. Alors, un point intéressant aussi dans les ordonnances Macron, c'est la modification du nombre de sièges ou d'heures de délégation. Il est possible, depuis les ordonnances Macron, de modifier le nombre de sièges ou nombre d'heures individuelles de délégation à la hausse comme à la baisse. Toutefois, cette modification n'est possible que si le volume global de ces heures au sein de chaque collège est au moins égal à celui résultant des dispositions légales. Alors, exemple, c'est quand même bien plus parlant. Possibilité de prévoir une diminution du nombre des membres dès lors que cette diminution des membres se traduit par une augmentation équivalente du nombre d'heures. Ou alors, possibilité de diminuer le nombre d'heures de délégation dont bénéficie chaque élu sous réserve d'une augmentation concomitante du nombre d'élus titulaires. Voilà, j'ai terminé donc l'explication sur le CSE. Je passe maintenant au forfait social et à l'impact sur l'accord d'intéressement et de participation. Alors, pour rappel, j'ai voulu rappeler quelques éléments sur la mise en place d'un accord d'intéressement. Déjà, dire que c'est quand même un levier de motivation qui est très important, l'accord d'intéressement, pour associer collectivement les salariés. Alors, qui est concerné par l'accord d'intéressement? Ce sont l'ensemble des entreprises. Il faut savoir que c'est un dispositif qui est facultatif. Il n'y a pas de condition d'effectif. Dès lors qu'on a un salarié, on peut mettre en place un accord d'intéressement. Pas d'obligation d'avoir des représentants du personnel. On peut donc signer l'accord d'intéressement par négociation collective ou par ratification des salariés aux 2/3. Et qui sont les salariés bénéficiaires? Ce sont l'ensemble des salariés. On peut effectivement adjoindre une condition d'ancienneté de 3 mois. Et puis, les dirigeants peuvent être associés à l'accord d'intéressement dans les entreprises inférieures ou égales à 250 salariés. Ce tableau, pour vous réexpliquer très brièvement donc, les étapes de l'accord d'intéressement et comment l'accord d'intéressement peut être composé pour le calcul notamment de la prime. La prime, une chose est très importante, c'est que la prime, elle est aléatoire. On ne doit pas savoir si on reçoit une prime d'intéressement d'une année sur l'autre. Tout dépend des résultats et de la performance de l'entreprise. Et cette prime doit être calculée en ce sens. En tout cas, les calculs donc, qui doivent figurer dans l'accord d'intéressement. Ensuite, au niveau de la répartition de la prime, elle peut être uniforme, ou alors elle peut être proportionnelle à la durée et ou à la présence ou à la rémunération, la durée de présence, et ou à la rémunération des salariés. On peut faire un mix, on peut mettre une proportionnalité différente. On peut faire un petit peu ce que l'on veut à ce titre-là, si nous remplissons toujours les conditions impératives qui sont celles d'un calcul aléatoire. Et puis, en termes de versement de la prime, il faut savoir qu'elle doit être versée le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice. À ce titre-là, elle est exonérée donc de charges sociales, avec malgré tout impôt sur le revenu. Toutefois, si cette prime est affectée à un PE, plan d'épargne d'entreprise, avec un principe de blocage sur 5 années, en sortie donc de PE au bout de 5 ans,
sauf déblocage anticipé, eh bien, on est en exonération donc d'impôt sur le revenu. Donc, l'intéressement est un outil intéressant de motivation des entreprises et puis du personnel. Alors, au niveau des délais de conclusion donc, et de dépôt de l'accord d'intéressement, le schéma est assez parlant. On vous explique dans le schéma effectivement que pour mettre en place un accord d'intéressement, la flèche à gauche explique qu'il faut qu'il y ait absence de prime dans les 12 mois. C'est-à-dire que c'est la même chose que la prime PEPA. L'accord d'intéressement ne doit absolument pas se substituer à un élément de rémunération qui était déjà en vigueur et obligatoire dans l'entreprise. Et puis, par exemple, si nous avons un exercice comptable qui court du 1er janvier 2019 au 31/12/2019, il faut conclure et signer l'accord d'intéressement avant le 30 juin 2019, avant le premier jour du 7e mois suivant sa prise d'effet, et déposer cet accord dans les 15 jours à la directe. Ce sont un calendrier qui est impératif pour pouvoir bénéficier donc des avantages sociaux et fiscaux de l'accord d'intéressement. Alors, si nous en parlons aujourd'hui de cet accord d'intéressement, c'est parce que le forfait social a été supprimé au 1er janvier 2019. Donc là, je vais vous faire une liste des 10 questions-réponses que l'on peut retrouver sur le site du ministère du Travail sur le forfait social. Alors, pour les entreprises concernées, donc le forfait social qui précédemment était 8, 16, voire parfois 20%, il est à 0 pour les intéressements et dans les entreprises de moins de 250 salariés. Et puis, le forfait social à 0 concerne aussi la participation et l'abondement de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés. Quelles sont les sommes exonérées? Ce sont toutes les sommes qui sont versées à compter du 1er janvier 2019, donc au titre de l'intéressement, de la participation, du PEI, PEE, PERCO, PERCO-I. Quels sont les accords concernés? Ce sont les accords conclus avant aussi, c'est possible, et après la date du 1er janvier 2019. Ce qui est important dans le petit 2, c'est de dire que ce sont toutes les sommes qui sont versées à compter du 1er janvier 2019. En termes de calcul d'effectifs, la notion de 250 salariés ou de 50 salariés, ce calcul se fait exclusivement au niveau de l'entreprise. Et puis, quels sont les impacts quand les entreprises font partie prenante d'un accord de groupe? Il faut savoir que les entreprises de moins de 50 salariés ou de moins de 250 salariés qui sont partie prenante d'un accord de groupe, même si les effectifs cumulés de ce groupe sont supérieurs ou égaux à 250 salariés, il y a suppression du forfait social. Est-ce qu'il y a un plafond d'exonération? Il n'y en a aucun au niveau donc, de ce forfait social à 0. Est-ce qu'il y a des démarches à effectuer? Est-ce qu'elles sont nécessaires? Aucune démarche, dès lors que l'accord d'intéressement rentre donc dans les conditions prévues de mise en place et des effectifs. Que se passe-t-il en cas de franchissement des seuils de 50 et de 250 salariés? Déjà, le calcul donc, des seuils de 50 et de 250 salariés se fait en fonction de l'effectif moyen annuel calculé en matière de sécurité sociale. Et puis, s'il y a un franchissement de ces seuils-là au bout de 5 années civiles successives, le forfait social, alors on verra ça dans 6 ans, effectivement, sera calculé à compter de la 6e année. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, l'exonération, donc, en cas d'abonnement du forfait social. Effectivement, quelles que soient les sommes versées, en ce qui concerne l'intéressement, la participation, les versements libres ou les transferts. L'abondement, c'est la participation de l'employeur dans le cadre des intéressements, participation et versements libres. Et puis, le bonus de la 10e question, c'était est-ce que le taux de 10% du forfait social sur l'actionnariat salarié concerne tout type d'abonnement? Et c'était oui. Voilà, donc pour ma part, voilà, j'ai terminé la partie droit social. Je vois que nous avons une question. Alors, un accord de groupe. Si l'entreprise a un effectif de 5 salariés et que cette société appartient à un accord de groupe de plus de 500, cette société est exonérée donc, du forfait social. Donc, effectivement, il est prévu que cette entreprise soit exonérée du forfait social, même si elle fait partie d'un accord donc, d'un accord de groupe avec un effectif supérieur à 500 salariés. À quelle date calcule-t-on cet effectif? Eh bien, cet effectif se calcule donc au 1er janvier 2019. Alors, ceci dit,
Pour les accords d'intéressement qui sont donc en cours, alors que l'on doit verser le forfait social courant de l'année janvier 2019, je pense qu'effectivement, quand bien même on a mis en place l'accord d'intéressement avant 2019, le calcul se fait au 1er janvier 2019. S'il n'y a pas d'autres questions particulières, ou si d'autres questions arrivent au cours du webinaire, nous y reviendrons soit plus tard dans le cadre du temps qui nous sera peut-être imparti, soit éventuellement dans le cadre d'un envoi par mail des questions auxquelles nous y répondrons si toutefois nous n'avons pas l'intégralité des réponses à ce jour. Voilà. Je passe la main à ma collègue Amélia, voilà, sur la partie paye. Et elle va vous présenter effectivement toute la partie impact du salarié. Est-ce que je te laisse la main? Oui. Simple pour toi. Bonjour à toutes et à tous, encore une fois. Donc, je m'appelle Amélia et je vais vous parler de la partie paye et de ces nouveautés, de certaines nouveautés 2019. Alors, l'actualité sociale, quels impacts pour l'entreprise et le salarié? Donc, moi, je vais essentiellement vous parler de la réduction générale de cotisations patronales. Je vais vous aborder aussi sur le début la partie Agirc-Arrco, la fameuse fusion Agirc-Arrco. Et sur la fin, je ferai un petit clin d'œil aux apprentis. Alors, la réduction générale de cotisations patronales, alors communément appelée réduction Fillon. Alors, il faut savoir que ça ne s'est jamais appelé réduction Fillon, mais nous persistons à l'appeler ainsi. Voilà. Et maintenant, c'est réduction générale de cotisation patronale. On insiste là-dessus parce que la réduction Fillon, c'est un petit peu dépassé. Alors, au 1er janvier 2019, le régime unifié de retraite complémentaire obligatoire Agirc-Arrco s'est substitué aux anciens régimes Agirc et Arrco. Donc ça, c'est le petit clin d'œil de la fusion dont nous avons eu à faire en début d'année. Alors désormais, les cotisations de retraite complémentaires ne diffèrent plus selon la qualité de cadre ou de non-cadre, mais selon la rémunération, selon que celle-ci excède ou pas le plafond de la sécurité sociale. Le régime applicable est résumé dans le tableau que je vous présenterai tout de suite après. Alors, dans le cadre de cette fusion Agirc-Arrco, la cotisation GMP disparaît, donc la garantie minimale de points pour certains cadres, ainsi que la GFF et la CET. En contrepartie, il y a toujours une contrepartie, deux nouvelles contributions sont mises en place. La contribution d'équilibre général, la CEG, et la contribution d'équilibre technique, la CET. Par contre, la cotisation APEC est maintenue. Donc là, vous retrouvez un schéma, un petit tableau qui résume un peu la situation. Donc, je ne vais pas vous l'expliquer en détail parce que ça serait peut-être un petit peu rébarbatif. Mais je vais vous parler dans un premier temps des salariés non cadres et des changements qui s'y réfèrent et des salariés cadres. Alors, jusqu'au 31 décembre 2018, il y avait deux systèmes de cotisation différents. Il y avait les non-cadres et les cadres avec des cotisations différentes. Ce qui va changer à partir du 1er janvier 2019, c'est que effectivement, un seul système de cotisation, peu importe le statut, qu'on soit cadre ou pas, et les augmentations des cotisations patronales et salariales. Alors, dans le premier petit tableau, salarié non cadre, donc vous avez les taux 2018 pour un salarié non cadre. Je ne vais pas vous les retracer une par une, ça serait peut-être un petit peu long. Vous avez la retraite tranche 1 à 7,75, la retraite tranche 2 qui finalement n'est que pour les personnes qui ont une tranche 2, donc qui ont un salaire supérieur au PMSS de 3 377. Alors, sachant que pour les personnes qui ont un salaire en dessous de 3 377, ces cotisations s'élevaient à 9,75%. Et en 2019, nous passons à une retraite tranche 1 à 7,87, tranche 2, toujours pour ceux qui en ont, à 21,59%. La CEG tranche 1 à 2,15%, CEG
tranche 2 à 2,7, soit une augmentation, on passe à 10,02, toujours pour un salaire en dessous de la tranche 1, donc qui n'ont pas de tranche 2 par conséquent. Néanmoins, vous avez sur le côté droit de votre diapo, je vous ai mis soit 34,31%, mais ça, c'est vraiment pour des gros salaires. Hein, c'est pour des gens qui ont une tranche 2. Alors, sachant que dans les non-cadres, il n'y a pas beaucoup de non-cadres qui sont dans ce paramètre-là. Donc, dans un deuxième temps, vous avez les salariés cadres. Alors, vous avez les taux qu'on avait avant. Ça représentait à peu près 10,16% pour un salarié qui n'avait pas de salaire supérieur au PMSS de 3 377, mais il y avait la GMP en plus qui disparaît en 2019. Donc, comme vous pouvez comparer entre les non-cadres et les cadres, les taux sont exactement les mêmes. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre un taux d'un non-cadre et d'un cadre, sauf effectivement la PEC qui persiste et les 34,31% toujours pour les cadres avec une tranche 2. Donc, tout ça pour vous dire que maintenant, qu'on soit cadre ou non cadre, les taux sont les mêmes, sauf la PEC qui persiste pour les cadres. Donc, je pense que c'est un peu plus parlant, vous parlant de chiffres. Maintenant, nous allons passer donc à cette fameuse réduction générale de cotisation patronale, donc la fameuse ex-réduction Fillon. Alors, cette réduction générale de cotisation patronale renforcée de cette année vient pour remplacer, si on peut dire, le fameux crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, et le crédit d'impôt de taxes sur les salaires, CITS, qui ont été supprimés au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019. Alors, ces deux dispositifs ont été transformés, donc supprimés, mais ils ont été transformés en baisse pérenne de cotisation sociale, soit une baisse continue. Donc, ça va se faire en continu jusqu'à la fin de l'année. Vous verrez, sur 2 temps, ça va se passer sur 2 temps. Alors, à ce titre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a instauré au 1er janvier 2019 une nouvelle mesure de réduction de 6 points du taux de cotisation patronale d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès. Donc, elle passe de 13% à 7%, donc qui n'est pas négligeable pour certains salaires, car il s'applique au titre des rémunérations annuelles ne dépensant pas les 2,5 SMIC. Alors, là, vous retrouvez un schéma, peut-être toujours aussi un peu plus parlant, l'impact sur les bulletins de salaire. Donc, vous avez une première partie en 2018, nous avions un CICE, une réduction au CICE qui représentait 6% de la masse salariale brute qui se faisait en fin d'année. Nous avions la fameuse réduction Fillon et nous avions une cotisation patronale maladie à 13%. Les changements au 1er janvier 2019, alors le CICE sera supprimé. La baisse de la cotisation patronale maladie passe à 7% au lieu de 13%, toujours pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC. Et nous avons la modification de l'ex-réduction Fillon, l'extension de son champ aux cotisations de retraite complémentaire dans un premier temps, donc au 1er janvier, ça s'est fait. Et en octobre, cette extension va s'appliquer aux cotisations patronales, mais d'assurance chômage. Donc, ça sera une réduction qui se fera au fil du temps, mais à la fin de l'année, vous vous y retrouverez malgré tout par rapport à la suppression du CICE. Alors, comparatif des charges patronales 2018-2019. Alors, je vous ai mis des exemples de salaires. Alors, je vous ai mis un SMIC, un salaire moyen de 1 800 € et un salaire de 2 500 hors heures supplémentaires. Je vous en parlerai par la suite. Les heures supplémentaires bénéficient aussi maintenant d'exonération salariale, mais on en parlera dans un deuxième temps. Alors, le comparatif des charges patronales 2018-2019. Comme vous pouvez le constater, en 2018, le salaire brut SMIC était de 1 498,50 €. Donc, nous avions 12,53 € de charges environ de charges patronales.
Ce qui change en 2019 au 1er janvier, donc le SMIC a augmenté, comme vous le savez tous, nous sommes passés à 10,03 de l'heure. Donc forcément, les charges se sont vues augmenter dans la logique des choses. Donc nous avons une augmentation de 1,72% de charges. Et en octobre 2019, là on va commencer à voir le changement. Vous aurez alors en charge, en pourcentage de charge, 2,68%, ce qui va baisser les charges de 61,62 €. Donc, vous paierez moins 61,62 €, soit un pourcentage de moins 3,94%. Donc, comme vous pouvez le constater, ça va se faire progressivement et à la fin de l'année, à partir du mois d'octobre, lorsque la réduction chômage s'appliquera, eh bien, vous verrez vraiment les choses se modifier. Donc, sur un salaire de 1 800 €, alors, 1 800 € en 2018, donc nous avons eu d'ailleurs une réduction de 25,10% avec le CICE, quand il y avait le CICE. Au 1er janvier 2019, avec la suppression du CICE, eh bien, et les réductions qui sont appliquées sur la maladie, sur la retraite, nous avons une baisse de charge de moins 13,68 €, soit moins 0,64% qui commence à ne pas être négligeable. Et au mois d'octobre, avec le rajout de la réduction sur le chômage, nous aurons une réduction de 42,84 €, soit 2,6%. Et pour finir, parce que j'aurais pu vous citer plusieurs autres salaires, mais à partir de 2500, ça commence à être significatif, parce que tout ce qui va au-delà, finalement, ne change pas grand-chose, parce qu'il faut se rappeler que c'est un peu plus sur les bas salaires. Donc, en 2500, pour 2500 en 2018, nous avions 40,67% de charges. Nous avions quand même une réduction du CICE de moins 150 €. En janvier 2019, donc, nous étions passés à 34,83 € de charges, soit 4% en moins, ce qui représentait 0,12% de charges en plus. Et en octobre, eh ben, ça se stabilise comme on était en décembre 2018. Donc, pour les salaires à partir de 2 500 €, la différence n'est pas très significative. Donc, c'est pour ça que je vous ai donné que ces 3 exemples qui sont un peu plus parlantes. Donc, ça, c'est ce qui se passe au niveau des salaires. Maintenant, comment l'imputation et la ventilation de cette fameuse réduction, qui est quand même une question. Sur le bulletin de salaire, pour la présentation sur le bulletin de salaire, sur le bulletin de paye, aucune règle spécifique n'a été prévue. Alors, le montant de la réduction est donc affiché globalement, sans distinguer les montants liés aux cotisations et contributions versées aux URSSAF ou celles versées aux caisses Agirc Arrco. Alors, selon les logiciels, selon les prestataires, cela peut différer. Néanmoins, en revanche, il est nécessaire de procéder à cette ventilation pour imputer à chaque organisme de recouvrement la fraction de réduction de cotisation qui les correspond. Donc, la fraction de la retraite sera imputée sur la retraite, la fraction en octobre sur le chômage sera impactée sur le chômage. Alors, une autre réduction, alors ça c'est plus en ce qui concerne les réductions salariales, ce sont les fameuses heures supplémentaires et complémentaires, donc la fameuse exonération des heures supplémentaires et complémentaires sur les charges salariales. Alors, quelles sont les heures exonérées? Alors, il s'agit des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à partir du 1er janvier 2019, mais dans la limite annuelle de 5 000 € net imposables. Alors, comme vous pouvez le voir dans le petit cadran rouge, les heures réalisées dans le cadre d'avenants complément d'heures ne sont pas des heures complémentaires. Elles ne sont pas concernées par ces mesures. Quelles sont les exonérations prévues dans la loi? Les heures
supplémentaires ou complémentaires réalisés par les salariés seront exonérés d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales salariales. Donc, pas d'imposition sur le revenu, pas de cotisation en ce qui concerne le salarié. Par contre, elles ne sont pas exonérées ni de CSG ni de CRDS. Et les cotisations patronales, bien évidemment, ne sont pas exonérées non plus. Contrairement à l'ancien dispositif TEPA, qui, pour rappel, concerne les 1,50 € par heure supplémentaire qui sont en vigueur pour les entreprises de moins de 20 salariés. Donc, vous pouvez parfaitement cumuler les deux. Donc, l'une n'a rien à voir avec l'autre. Vous pouvez cumuler les deux. Alors, je vous explique brièvement comment est calculée l'exonération concernant la part salariale. Alors, toute heure supplémentaire ou complémentaire rémunérée ouvre droit à une réduction, exonération de cotisation salariale de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération brute. Le taux maximum de cette réduction est fixé à 11,31%. Alors, comment sont décomposés ces 11,31%? Alors, vous avez 0,40% au titre de la cotisation assurance vieillesse déplafonnée. Vous avez 6,90% au titre de la cotisation assurance vieillesse plafonnée. Vous avez 3,15% au titre de la cotisation Agirc-Arrco tranche 1 et 0,86% au titre de la cotisation CEG en tranche 1. Je vais vous donner un exemple qui sera peut-être plus parlant. Finalement, vous allez voir, c'est assez simple en ce qui concerne les exonérations d'heures supplémentaires. Alors, j'ai pris un salarié classique à 35 heures, rémunéré au SMIC, donc soit 1521,25 en 2019, le taux horaire à 10,03. Donc, on va supposer que ce salarié réalise 8 heures supplémentaires de travail effectives sur un mois. Elles sont toutes rémunérées à 25%. Donc, le calcul des heures supplémentaires se fait tout simplement en prenant le taux horaire de 10,03, qu'on multiplie par 125% et finalement qu'on multiplie par les 8 heures, ce qui nous fait un total de 100,30 €. Le brut du coup soumis à cotisation est le salaire de base, le SMIC de 1521,25 € plus 100,30 € qui correspond aux heures supplémentaires, soit un total de 1621,55 €. Donc, tout simplement, le montant de l'exonération est de 100,30 € qui correspond aux heures supplémentaires, fois les 11,31% que nous avons vus lors du slide précédent. Donc, 11,34%, c'est la partie que vous retrouverez dans les bulletins de salaire que votre salarié pourra retrouver sur son bulletin de salaire. Donc, s'il vous pose une question, vous saurez y répondre. C'est assez simple. Alors, un petit clin d'œil pour finir, en ce qui me concerne, sur les apprentis. Alors, les apprentis ont subi aussi quelques changements cette année 2019. On ne pouvait pas contourner cette partie. Alors, d'une, leur barème de rémunération, enfin pour les contrats qui ont commencé au 1er janvier 2019, ce barème a augmenté. Alors, cela ne concerne pas les contrats qui ont été faits avant le 1er janvier 2019. Donc, le barème a augmenté, le barème de salaire. Alors, en 2019, le régime social applicable aux rémunérations versées aux apprentis se rapproche du droit commun, c'est-à-dire les exonérations spécifiques de cotisations patronales ainsi que l'assiette forfaitaire ont été supprimées. Alors, avant, un bulletin de paye d'un apprenti, on se basait sur une base forfaitaire pour les cotisations. Et bien plus maintenant. Maintenant, ils seront traités comme tous les autres salariés, c'est-à-dire que ce sera le salaire brut. Ainsi, pour les périodes d'emploi accomplies à compter de 2019, les cotisations sont calculées selon la rémunération réelle. Mais la réduction générale de cotisation patronale s'applique, donc il y aura des réductions aussi. Et les cotisations salariales
ne sont pas dus sur la part de la rémunération inférieure à 79% du SMIC. C'est-à-dire que si un salarié, un apprenti a un salaire en dessous de 79% du SMIC, il ne sera pas redevable de ses cotisations salariales. La différence, un exemple, un apprenti qui est à 85% du SMIC, eh bien, il paiera 6% de cotisation, 6% de ce salaire en cotisation. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les apprentis continuent de bénéficier de la même exonération que les stagiaires. Ça ne change rien. Le prélèvement à la source n'est donc opéré que si la rémunération excède le SMIC annuel et sur la seule fraction de la rémunération excédant cette limite. Donc ça, c'est le petit clin d'œil que nous voulions apporter aux apprentis parce qu'il y a quand même beaucoup de changements. Bon ou pas, voilà, c'est surtout ce qui est important, c'est qu'ils ont droit à cette fameuse réduction générale de cotisation patronale. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, ils sont soumis aux cotisations de la partie de la rémunération brute et non une base forfaitaire comme nous avions auparavant. Alors, pour conclure, en ce qui concerne la réduction générale de cotisation patronale, au 1er janvier, ça aura pour effet de compenser la suppression du CICE. Alors, moi, en ce qui me concerne, voilà, c'est fini. N'hésitez pas à revenir vers moi pour des questions. Alors, quel impact de la disparition de la GMP pour le salarié? Eh bien, tout simplement, ça impacte surtout les salariés dont le salaire n'atteignait pas le fameux salaire charnière. Et donc, cette fameuse garantie minimale de points leur aidait à arriver à un salaire pour qu'ils puissent avoir un certain nombre de points, un respect minimal de points. Sachant que maintenant, avec cette GMP supprimée, il n'y aura que le salaire finalement qui comptera pour la retraite. Donc, selon le salaire ou pas, la retraite sera plus importante ou pas. Alors, cette réduction, alors il faut savoir que nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à revenir vers nous. D'ailleurs, vous avez nos adresses email qui vont venir juste après. Alors, cette réduction, question de Muriel. Cette réduction générale est également applicable sur les cotisations chômage pour certains contrats, notamment pour les apprentis. Oui, alors pour eux, c'est effectif dès le début, au 1er janvier. La réduction générale s'applique pour les apprentis dès le 1er janvier. Pour les autres salariés, la partie chômage ne s'appliquera qu'à partir du mois d'octobre. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Pas d'autres questions, a priori. Voilà. Très bien. N'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez nos adresses mail. Parfaitement. Donc, ce fut un plaisir pour nous de présenter Partager avec toi aussi. C'était sympathique. N'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez nos adresses mail. Nous reviendrons vers vous au plus vite. Au plus vite. Vous allez avoir donc en replay le webinaire qui vous sera transmis dans l'après-midi ou demain, enfin ces prochains jours. Ainsi que le support. Ainsi que le support. Voilà, donc le support vous permettra effectivement de retrouver l'ensemble de notre intervention. Exactement. En droit social et en paye. Et en paye. Voilà. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Et à bientôt. À bientôt.